Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Lulu SES. Aujourd'hui, on va traiter le chapitre 6 de Sciences économiques et sociales de terminale appelé Comment est structurée la société française actuelle. On voit bien que donc dans le titre de ce chapitre numéro 6, on va voir plusieurs notions. Déjà que la société est structurée, donc elle omet peut-être une hiérarchie, il y a peut-être plusieurs rangs, et donc ce sera cela qu'on va commencer par répondre, mais aussi on s'intéresse à une société en particulier, celle de la France. On voit bien que aussi grâce au terme actuel, on s'intéressera à une notion de temporalité et donc sûrement que cette société française n'a pas été identique ou n'a pas omis la même structure tout le long de son histoire. Je vous propose donc en premier lieu de voir les facteurs de cette structuration et de la hiérarchie de l'espace social, avec notamment les facteurs socio-économiques et les facteurs socio-démographiques, pour ensuite dériver vers le principe d'évolution de la structure socio-professionnelle depuis la moitié du XXe siècle, pour ensuite découvrir les approches de nos sociologues Karl Marx et Max Weber, et enfin on verra que leurs notions font débat et que la notion de classe sociale a toujours été différente selon les époques. Alors, pour commencer, nous avons vu que on a utilisé le terme de hiérarchisation de l'espace social. Cette hiérarchisation, elle propose un classement des individus ou alors des groupes par des critères à la fois économiques, donc le revenu, le diplôme, la CSP, mais aussi démographiques, tels que la composition du ménage, le sexe, le lieu de résidence. Alors que la structuration de l'espace social, lui, il caractérise plutôt l'existence de groupes qui composent la société, fondés à la fois sur des ressemblances, mais aussi sur des choses qui les divergent. Commençons donc par les facteurs socio-économiques qui hiérarchisent et structurent l'espace social. On verra donc en premier caractère qu'il y a la catégorie socio-professionnelle. Une catégorie socio-professionnelle, on rappellera que ça regroupe des individus dont les métiers ou les qualifications sont proches. On connaîtra bien évidemment les catégories telles que l'agriculteur, le commerçant artisan indépendant, mais aussi le cadre, l'employé ou alors l'ouvrier. Donc, cette première phase fait qu'un individu est classé structure de l'espace social. En effet, on a tendance à dire qu'un docteur, donc quelqu'un qui serait un cadre, vu qu'il a un bac plus 8 minimum, serait au-dessus des autres. Ensuite, suit le revenu. En effet, selon le capital que l'on a, nous sommes placés plus ou moins haut dans la structure sociale. Bien évidemment, il est de fait que, même d'un point de vue subjectif, pas tout à fait objectif, il est normal. Dans la société actuelle, on observe bien que les riches sont souvent ceux au-dessus et les pauvres sont ceux en dessous. En effet, en politique, par exemple, la classe la plus prédominante est bien celle des cadres qui représentent le peuple. À cela découle bien évidemment le diplôme qui atteste des qualifications d'un individu. Il détermine également l'exposition au chômage ainsi que les conditions d'emploi qu'il peut prétendre. On voit bien donc, après avoir cité tous ces facteurs socio-économiques, qu'ils sont déterminés en grande partie par la catégorie socio-professionnelle. En effet, pour être dans une certaine catégorie socio-professionnelle, il faut avoir un diplôme requis. En effet, les cadres sont souvent des gens qui ont un bac plus 5. Et à l'inverse, c'est parce que nous sommes cadres que nous avons un revenu élevé. Passons maintenant aux facteurs sociodémographiques qui hiérarchise là encore la structure de l'espace social. Tout d'abord, on verra que la composition d'un ménage fait en sorte que nous sommes placés plus ou moins haut dans cette hiérarchie. La hiérarchie peut être comparée à une pyramide par exemple. En haut de cette pyramide, il est plus aisé de voir des personnes qui sont en couple mais sans enfants. En effet, un couple sans enfants, pour revenu égal, aura un niveau de vie plus élevé qu'un couple avec enfants.
je vous invite à voir l'une de nos autres vidéos pour calculer le niveau de vie d'un ménage. Aussi, on voit la position plutôt dans le cycle de vie. On notera que cette position dans le cycle de vie revient à dire que si la personne est dans son enfance, dans l'adolescence, dans l'âge adulte, donc l'âge où on est actif, ou alors la vieillesse. Cette position dans le cycle de vie est naturelle, car en effet, ceux qui sont au-dessus de la société, factuellement, sont des personnes actives, donc qui ont la trentaine, la quarantaine, qui ont un minimum d'expérience de vie et une position où ils travaillent, où ils sociabilisent. Ensuite, on va avoir le sexe, qui renvoie à des attributs féminins ou masculins. Il est à l'origine des indicateurs socio-économiques différenciés. En effet, il est plus naturel de voir plus de cadres hommes, malheureusement, que des femmes. 21,6% des hommes sont cadres contre 16,8% des femmes. Les femmes sont aussi plus fréquemment touchées par du temps partiel parce qu'ils sont de nature, malheureusement, depuis plusieurs années, que la femme doit rester chez elle pour s'occuper de l'éducation des enfants. On verra aussi que le lieu de résidence, donc où est-ce qu'on habite, et participe également à la structuration de l'espace social. En effet, si je viens vous dire que j'habite à Paris dans le 13e arrondissement, cela est plus avantageux pour moi dans un CV, par exemple, que si j'habitais à Rochefort-sur-Seuil. On voit bien donc que ce premier point nous permet de voir que la société est hiérarchisée à la fois par des facteurs socio-économiques, donc le revenu, la CSP ainsi que le diplôme, et également il y a les facteurs socio-démographiques qui sont plus dictés dès la naissance, pourrons-nous dire. Maintenant, je vous propose de voir quelles sont les évolutions de notre structure socio-professionnelle en France depuis 1950. Donc, il est important de dire que depuis les années 1950, le marché du travail a connu des transformations majeures qui modifient la structure socio-professionnelle, c'est-à-dire la répartition entre les actifs en profession et en catégories socio-professionnelles. On étudiera donc l'évolution du nombre de personnes agriculteurs, par exemple, et l'augmentation du nombre de personnes occupant une profession de cadre. On observe d'un constat simple que depuis les années 1950, le nombre d'ouvriers diminue, ainsi que d'agriculteurs, d'artisans, commerçants. À l'inverse, on voit le nombre d'employés ainsi que le nombre de professions intermédiaires et de personnes cadres augmenter depuis 1950, selon l'INSEE. Il est donc naturel de se demander pourquoi la catégorie socio-professionnelle dicte le fait que nous sommes plus ou moins enclins de pouvoir la remplir. Ces évolutions de la structure socio-professionnelle s'expliquent par 4 dynamiques. La première, la salarisation. La salarisation, c'est une hausse de la part des emplois salariés parmi l'ensemble des emplois. En effet, après 1950, la fin de la guerre a été prononcée et donc l'économie a été marquée par la baisse du nombre d'indépendants. Donc, on a vu, après la Seconde Guerre mondiale, le nombre d'artisans et de petits commerçants diminuer. L'industrie, à l'inverse, s'est développée et donc il y a eu besoin de plus de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre s'est faite de plus en plus par un salarié, donc des CDI se sont créés. Et on en arrive à la salarisation. On voit également que, suite à 1950, il y a eu une tertiarisation. L'emploi est divisé en 3 parties. Il y a le primaire, le secondaire et le tertiaire. Le primaire est tout emploi qui consiste à produire de la matière première. L'emploi secondaire est celui qui transforme cette matière et le tertiaire est celui qui produit des services. On observe que suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre d'emplois en primaire a diminué du fait de la mécanisation et du progrès technique. Les tracteurs sont arrivés dans les champs, donc le besoin d'ouvriers agricoles ou d'agriculteurs même a diminué.
Ces agriculteurs et ces ouvriers n'avaient donc plus d'emploi à trouver dans le secteur primaire. Ils ont donc fait un déversement vers le secteur secondaire. En effet, ces employés sont allés, par exemple, pour transformer le blé en farine dans les minoteries. Ce secteur secondaire, donc, après 1950, a lui aussi connu la même chose que le secteur primaire. En effet, les convoyeurs sont arrivés dans les usines, par exemple, et donc il y a eu besoin de moins de salariés dans le secteur secondaire. Ce secteur secondaire, donc, a vu ses employés, là encore, déversés dans le secteur tertiaire. Et donc, il y a eu tertiarisation, puisque depuis 1950, les emplois du primaire sont déversés vers le secondaire et les emplois du secondaire vers le tertiaire. Cela s'explique aussi puisque durant les 30 Glorieuses, les ménages ont vu leur pouvoir d'achat s'accroître et leur mode de vie se transformer. Donc il était plus naturel pour les ménages et plus possible pour eux de consommer des loisirs, de la santé, de l'éducation. On a évoqué que le niveau de vie des ménages a augmenté, mais on voit qu'il y a aussi eu un niveau de qualification qui a augmenté depuis 1950. Depuis 1950, en effet, on voit que le nombre de cadres a augmenté. Cela s'explique du fait que le nombre d'emplois dans le secteur tertiaire a lui aussi augmenté. La moitié des travailleurs étaient sans diplôme avant 1980 et contre 20% seulement en 2021. On voit donc bien que le niveau de qualification requis pour travailler est de plus en plus important. En effet, de l'époque de nos parents, il était plus normal d'avoir le bac. Le bac était déjà quelque chose de très fort sur le marché du travail et désormais, il est souvent courant d'avoir un master. On observe aussi, et enfin en quatrième facteur, que la féminisation des emplois a fait sa place dans la structure socio-professionnelle. En effet, la part des femmes dans la population active a augmenté. Si les femmes ont souvent travaillé, elles n'étaient pas toujours déclarées ou reconnues comme actives. Et aussi, du fait que la mécanisation et le progrès technique est arrivé, il y a eu donc la machine à laver et tout cela qui est apparu suite à 1950, et donc une femme avait moins besoin d'être à la maison et donc pouvait passer son temps à aller travailler pour faire gagner de l'argent dans le ménage. Enfin, donc, on voit bien qu'il y a eu 4 phénomènes qui ont expliqué une évolution de la structure socio-professionnelle, à la fois la salarisation, le nombre d'employés a augmenté, ainsi que la tertiarisation, qui montre que l'augmentation des parts des emplois dans le secteur des services a augmenté. À la fois aussi, on a eu un niveau de qualification qui a dû augmenter du fait de ce chamboulement de la structure socio-professionnelle. Et enfin, la femme a eu une plus grande place dans le monde du travail suite à 1950. Maintenant, en grand 3, on va connaître les théories des classes de la stratification sociale de Marx et de Weber. Tout d'abord, il est important de dire qu'une classe sociale correspond à l'ensemble des personnes occupant une même position sociale et partageant une communauté de destin et d'intérêts. La théorie des classes sociales de Marx vise à dire que les individus sont regroupés entre eux du fait de leur position dans la chaîne de production. Je m'explique. Pour Karl Marx, la société connaît des groupes de personnes et ces groupes de personnes sont faits en fonction de leur place dans le moyen de production, c'est-à-dire s'ils sont ouvriers, donc s'ils produisent, ou s'ils sont cadres, c'est-à-dire s'ils dirigent l'entreprise. Karl Marx distinguera 2 grandes classes sociales qui s'opposent. La première, le prolétariat, qui est la classe qui n'a que sa force de travail pour vivre, c'est-à-dire les ouvriers en somme pour aujourd'hui, et la bourgeoisie qui, elle, a les machines, a les entreprises et dirige la classe du prolétariat. Karl Marx dira également qu'il y a la classe pour soi et la classe en soi. La classe en soi, c'est l'ensemble des classes sociales, c'est le regroupement des individus. Et la classe pour soi, elle, c'est toute classe sociale qui connaît ses intérêts pour les défendre.
En effet, Karl Marx dira que la bourgeoisie est une classe pour soi. Elle connaît ses intérêts et c'est donc pour cela qu'elle est toujours plus forte. La bourgeoisie a toujours été celle qui a les moyens de diriger l'entreprise parce qu'elle connaît ses intérêts. Elle sait qu'exploiter le prolétariat lui permet de gagner plus d'argent. À l'inverse, le prolétariat ne connaît pas ses intérêts et donc ne peut pas lutter pour voir sa condition de vie augmenter. Pour Max Weber, à l'inverse de Marx, il ne se porte pas seulement sur un ordre économique. En effet, Marx, c'était seulement la position dans le travail qui dictait notre position dans la structure sociale. Pour l'analyse weberienne de la structure sociale, elle est pluridimensionnelle. En effet, Weber distingue trois ordres: l'ordre économique, l'ordre social et l'ordre politique. Le premier, l'ordre social, correspond à la considération sociale dont bénéficient les individus. Ça veut dire que selon le regard des autres, on est plus ou moins élevé dans cet ordre. En effet, un docteur, car il sauve des vies, ou un urgentiste, aura une place très élevée. À l'inverse, en ce moment, nous pouvons voir que les professeurs sont très mal vus par les parents et donc sont moins élevés que les docteurs. On verra également l'ordre politique qui est à l'origine des partis et organise selon notre capacité à orienter le pouvoir public. En effet, si l'on vote simplement, on sera plus en bas de cet ordre politique, mais si on participe activement en étant élu, en étant député par exemple, nous serons plus élevés. Et enfin, Max Weber reconnaît quand même qu'il y a un ordre économique, mais qui est seulement sur les biens et le revenu des personnes ainsi que le patrimoine. En effet, on peut être cadre mais gagner peu. Une femme cadre gagnera moins et donc sera plus proche niveau du revenu qu'une profession intermédiaire d'un homme. Donc, Max Weber admet trois ordres. Il stratifie la classe sociale par ces trois ordres. Donc, on peut être élevé dans un ordre mais très bas dans un autre. Maintenant, passons à une critique de la pertinence des classes sociales de Marx. Premièrement, on peut critiquer cette théorie et cette thèse de Marx du fait que on voit naître de plus en plus une distance intraclasse. La distance intraclasse, qu'est-ce que c'est? C'est les écarts de niveau et de mode de vie au sein même d'un groupe social. On prendra l'exemple du prolétariat actuel, donc la classe ouvrière. On peut distinguer des ouvriers qui sont qualifiés, qui sont spécialisés, qui sont en intérim ou qui sont en temps partiel. Ces différentes formes d'ouvriers n'admettent pas une qualité de vie identique. En effet, un ouvrier en CDI aura une position plus confortable qu'un ouvrier qui est en CDD et qui voit son contrat se terminer dans un mois. Donc, il n'y a pas une homogénéité des groupes sociaux. Et donc, les groupes sociaux au sein même d'un groupe peuvent voir apparaître des différences, ce qui va à l'encontre de ce que Marx disait. On voit ensuite apparaître une perte de l'identification à un groupe social. En effet, les personnes ne se considèrent plus ou perdent le sentiment d'appartenance à une catégorie professionnelle. En effet, il est plus naturel ou plus normal en ce moment de voir que les personnes ne se rattachent plus en tant qu'ouvriers ou en tant que personnes de la classe supérieure. On voit également naître de plus en plus de facteurs d'individualisation. Les personnes n'ont plus envie d'être rattachées à un groupe. Ils veulent qu'on les voit comme des individus à part et qu'on reconnaisse tous leurs attraits différents. En effet, chaque personne est différente par nature. Elle peut avoir des qualités, des qualifications différentes que ce que sa classe sociale devrait avoir ou lui impose. Par exemple, une personne qui est affiliée à la classe ouvrière peut très bien avoir un goût prononcé pour la littérature antique. On voit également que les rapports de genre sont également des rapports sociaux.
Donc les rapports de genre, donc la manière dont le genre établit une distance entre les hommes et les femmes à niveau égal. On voit que la distance entre les hommes et les femmes à niveau égal de diplôme ne diminue pas ou alors est toujours la même depuis quelques années. Pourtant, selon Marx, toutes les personnes qui sont bourgeoises, donc cadres actuellement, devraient appartenir à la même classe. Or, on voit bien qu'une femme cadre n'admet pas les mêmes conditions de vie qu'un homme cadre. Et donc, là encore, le rapport de genre montre bien qu'il y a affaiblissement de la théorie de Karl Marx. Au-delà des distances intraclasses, il y a aussi les distances interclasses. Les distances interclasses, c'est les écarts qui séparent les groupes sociaux entre eux. On voit que cet écart, il augmente depuis plusieurs années. Cela va donc permettre de renforcer la théorie de Karl Marx, puisque la bourgeoisie est toujours de plus en plus riche et le prolétariat tend vers la pauvreté. En effet, on verra que l'exemple des Gilets jaunes montre bien que cette inégalité entre les catégories est importante. La classe populaire allait dans la rue pour se battre pour le prix du carburant, alors que la classe supérieure, avec des moyens plus élevés, elle, n'en avait que faire. Tout de même, on peut noter que la théorie de Karl Marx peut être soutenue par un point actuel, le fait qu'il y a une identification subjective qui est encore présente. En France, la grande bourgeoisie forme une classe sociale à part. Elle est conforme à la caractérisation de Marx. Elle connaît ses intérêts et se mobilise pour que ses intérêts puissent rester les siens. On notera par exemple la bourgeoisie de Paris qui refuse souvent la construction d'hôpitaux ou alors de centres de détention en face de leur appartement car ils savent que cela fera baisser leur prix. Aussi, on verra on peut voir qu'il y a encore des clubs mondains fortement présents qui montrent bien que la classe de la bourgeoisie ne reste qu'entre elles et forme un tout. On conclura donc cette analyse de Karl Marx et de Max Weber sur le fait que Karl Marx admet seulement des ordres économiques pour structurer la société en groupes sociaux, alors que Max Weber, lui, pense qu'il y a une stratification selon trois ordres, l'ordre social, économique et politique. Et donc, Max Weber pense que chaque individu peut être plus ou moins élevé dans chaque ordre. On notera tout de même que l'approche de Karl Marx est une approche plus critiquable que celle de Weber actuellement, tant bien même il y a des points actuels qui peuvent renforcer la théorie de Karl Marx. J'espère que cela a pu vous aider dans vos révisions. À noter que cela n'est qu'un point parmi tant d'autres et donc il est naturel pour vous de renforcer chaque critère et chaque point que nous avons vu par des travaux en questions problématisées ou alors en approfondissant notamment, je pense, le point de vue de Max Weber en critiquant certains points. C'était tout pour aujourd'hui, je vous laisse, nous sommes disposés à répondre à toutes vos questions dans les commentaires ou bien si vous avez des suggestions de vidéos à l'avenir. Bonne journée à vous dans vos révisions.